Je fais pas de backup, hein. Non, t'as pas besoin de Riverside, c'est plutôt pas Hmm. mal normalement. Ok. Aujourd'hui, on est en présence d'Alexis Minkela. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, salut Martin, merci beaucoup. Du coup, Alexis, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais? Je m'appelle Alexis Minkela et je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, dont l'objectif est de permettre à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, j'interroge et je pars à la rencontre de d'autres indépendants, d'autres créateurs, pour comprendre un peu leur stratégie, leurs clés de succès, et ça toutes les semaines. Et puis je suis moi-même freelance. J'ai une double casquette de maker avec Tribu Indé et puis de freelance euh, à côté pour aussi générer des revenus. J'essaie de faire succinct. Non, c'est très bien. C'est très bien. Du coup, en revenant un peu sur ta carrière, donc finalement, tu as lancé ce podcast et tout cet univers, finalement, parce que c'est pas qu'un podcast. À quel moment? Écoute, j'ai lancé la première idée. Si tu veux, j'avais déjà l'idée depuis longtemps. Globalement, tu vois, juillet 2018, j'avais déjà l'idée de faire ce podcast-là parce qu'avant de me lancer à temps plein en freelance, moi, je travaillais pour une plateforme de freelance et j'avais déjà plein d'idées de contenu que je voulais créer. On m'a un peu coupé l'herbe sous le pied là-bas, donc je me suis dit que je me lance vraiment à temps plein, que je prends mon envol, j'ai envie de lancer ces projets-là. Et donc, Tribuandé, en tout cas le podcast, qui est la première brique en fait de tout l'écosystème, il s'est lancé en mars 2019, ça a été le premier épisode. Donc là, tu vois, ça fait à peu près presque quasiment 2 ans que le podcast existe. Avec, là, au moment où on enregistre, il y a 56 épisodes, mais il y en aura sûrement un peu plus. Et ça, c'est vraiment la première, si tu veux, la pierre angulaire, c'est la base de tout le contenu qui s'est rajouté au fur et à mesure dans l'écosystème Tribu Indé, ouais. Ok. Et finalement, donc tu m'as dit quand est-ce que tu l'avais créé, mais pourquoi tu as créé ça, en fait, vision derrière Tribu ND? Et tu vois, moi, en gros, je suis freelance depuis la première facture que j'ai faite, c'était pour une boîte que tu connais bien qui s'appelle Ah oui. Toucan chez qui j'ai fait mon stage de fin d'études. Et on s'est rencontrés là-bas. Comme quoi, tu vois, quelques années après, nos chemins se regroupent. Mais en gros, ça a été ma première aventure freelance. Donc en gros, 2017, je crée mes premières factures, je facture mes premiers clients, je trouve un job. C'est eux Et qui t'ont pendant proposé de ce faire du job-là, dans cette freelance ou plateforme c'est de toi? freelance, ouais, c'est eux Ok. exactement. En fait, je sais pas si on y reviendra, mais il y a un sujet sur quand tu lances des projets. Moi, il y a un des gros sujets qui sont, ok, quelles sont les compétences que moi j'appelle rares et utiles que tu peux avoir pour démarrer. Rares, c'est des choses qui en fait où il y a une vraie demande et il y a assez peu d'offres en face. Et utiles, des choses qui servent vraiment le quotidien. Je prends souvent l'exemple de si t'es un fan du Seigneur des Anneaux, t'as sûrement une compétence rare où tu connais tous les personnages, les univers, tu parles l'elfique. Est-ce que c'est vraiment utile pour en faire un business? Je suis pas sûr. Je peux me tromper, mais en tout cas, du coup, il y avait ce sujet-là où moi j'avais détecté ça, tu vois. Je D'accord. sentais que sur la partie copywriting, contenu, sur du B2B, sur du SaaS, comme ça l'était chez Toucantoco, en fait, tu sentais qu'ils avaient du mal à recruter, à trouver les bonnes personnes, et c'était le cas dans plein d'autres jeunes startups. Et donc, tu vois, puisque j'avais déjà montré mes compétences avec eux, ils m'ont directement proposé de continuer un peu en freelance. Il me restait quelques mois en tant qu'étudiant, donc tu vois, c'était en fait le premier, le premier pied dans le freelancing. Et donc, je faisais ça à côté de mon job, enfin à côté de mes études, ensuite à côté de mon job quand je bossais pour cette plateforme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu passes tu vois, que tu fais du freelance à côté de temps en temps, side project, le soir et le week-end, t'as pas vraiment de pression, quoi. C'est presque un peu, tu vois, la casquette d'amateur où tu fais quelques petites missions, il n'y a pas non plus de gros enjeux, t'as pas le temps de prendre des très grosses missions. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu commences à en faire une activité quasiment à temps plein dans lequel, en fait, tu bases tous tes revenus, en tout cas au démarrage, tu bases tes revenus sur ton activité service freelance, c'est plus le même jeu. Tu passes dans un game, tu vois, tu passes dans la ligue professionnelle, quoi. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, j'avais besoin d'avoir une sorte d'apprentissage en accéléré parce qu'il y avait assez peu de retours, de témoignages, tu vois, il y avait assez peu de contenu très pratico-pratique
de freelance à freelance. C'était beaucoup tous les acteurs de l'écosystème qui parlaient de ça, mais tu n'avais pas de retour vraiment opérationnel, concrètement, ok, comment ça se passe, quand tu as cette problématique-là avec ton client, comment tu réagis, etc. Et c'est comme ça qu'est venue, tu vois, l'idée du podcast. Et puis, il y avait aussi une opportunité marché. Tu vois, il y avait beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, de business, etc. Mais personne ne parlait vraiment d'indépendants, de créateurs, de makers. Personne ne, tu vois, et pourtant, c'était pas il y a pas si longtemps. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague, etc. Mais à l'époque, en fait, on en parlait très très peu. Donc je me suis dit, moi j'ai besoin d'apprendre. Et il y a un kiff aussi de faire des podcasts parce que j'en écoutais beaucoup et j'avais l'impression que tu vois les créateurs kiffaient quoi. Et donc j'avais envie de me dire, mais tiens, mais moi aussi j'ai envie de profiter aussi à mon tour. Et puis tu avais l'opportunité marché qui était là, quoi. Oui, ça vient finalement un peu comme l'idée pour moi du podcast qui est j'ai ce besoin, il n'y a personne qui le fait en France bien. Toi, pour les freelances, il y avait un peu de contenu qui était fait par des boîtes, mais finalement, c'était parce qu'ils avaient des freelances comme clients, c'est ça, c'était pas vraiment du vécu de freelance, quoi. Ouais, et puis tu sais, t'as toujours un angle biaisé en fait. Parce que, je sais pas, tu vois, un service qui va te vendre, je sais pas, un service financier qui va te vendre de la banque, elle a toujours un truc biaisé où elle va te parler d'un sujet avec un angle bien précis parce que derrière, tu as un objectif, tu as des KPI, etc. Là où en fait, moi, c'était ce projet-là, initialement, il n'y avait pas d'enjeu de monétisation. C'était quelque chose que j'ai fait un peu naïvement. Je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne excuse d'aller chercher des gens qui sont un peu occupés en leur disant, mais tiens, il y a un podcast, ça va être public et tout. Les gens aiment bien, tu vas parler d'eux et si en plus c'est enregistré, c'est encore plus cool. Et puis, il n'y avait pas de filtre, quoi. Je m'autorisais toutes les questions. Tu vois, j'étais backé par aucun investisseur, il n'y avait pas de boîte derrière. Et donc, j'avais le champ libre sur ce que je pouvais dire et les sujets que je pouvais aborder. La frustration accumulée des années passées dans des boîtes qui t'empêchaient de dire ce que tu veux. Je comprends bien. Écoute, je sais pas, je te laisserai en conclure. Ouais, mais, enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui résonne chez moi, où j'ai souvent, c'est un peu pour ça que je pousse les sujets indés et qu'on est là dans ce podcast et qu'on se suit mutuellement. C'est parce que il y a vraiment un truc que tu retrouves nulle part ailleurs quand tu es indé, c'est ta capacité à prendre des choix, à pas devoir négocier avec les autres, hein. Et, il n'y a pas longtemps, sur le chantier, la communauté qui fait écho aux indies en France, en tout cas, la seule que j'ai trouvée pour le moment. Il y a un mec qui nous a rejoint et qui a dit bah, j'ai une boîte de 25 personnes et j'en ai ras le cul. En fait, je veux redevenir indie parce que j'en ai marre de faire de la politique, de gérer des problèmes humains finalement, alors que t'en as toi aussi et c'est pas forcément ce que tu veux gérer. Des fois, tu veux juste avancer sur tes idées, tes business, faire des trucs kiffants et des fois, gérer des problèmes humains, c'est moins kiffant, quoi. Je... Mais à culpa à tous ceux qui font du RH, bravo. Mais, et tu vois, moi, il y avait une des grosses frustrations que j'avais, c'était de ne pas avoir le contrôle sur mon emploi du temps. Et moi, s'il y a un truc qui m'énervait, c'est on me cale tu vois, des réunions dans tous les sens, à n'importe quelle heure, et de pas, tu vois, avoir un contrôle où je me dis non mais ok, en fait tu vois, le matin j'ai envie de bosser pour avancer sur tel projet, en plus pour les boîtes, j'ai envie d'avancer sur tel projet, j'ai pas envie d'avoir des calls, des réunions, etc. Sauf que quand tu commences à dire ça 2, 3, 4 fois, 5 fois à tes managers, tu vois, il y a un moment où ça passe pas trop, quoi. Tu dis à ton manager, mais non, mais en fait, là, genre, je vais refuser ton call de 11h parce qu'à 11h, en fait, je continue de bosser sur mes projets le matin. Et donc, j'ai pas le temps. Et donc, tu vois, il y a un moment où ça passait plus trop. Et moi, je ressentais beaucoup de frustration sur, ok, on me laisse pas le champ libre pour bosser sur des projets, pour avancer en temps et en heure. Et donc, tu es tu passes 50% de ton temps dans des réunions, dans des négos politiques parce que tu as des guerres d'ego et en même temps, du coup, tu n'avances pas sur tes projets. Il y a des choses que tu aimerais faire que tu peux pas faire. Tu es dans un cadre d'entreprise et encore une fois, tu n'as pas le champ libre d'action. Et ça, c'était une des grosses frustrations où je me suis dit, tu vois, quand j'ai quitté cette boîte-là, je me suis demandé, est-ce que je repars dans une autre aventure entrepreneuriale, je rejoins une autre startup et tout. Et je me suis dit, mais en fait, non, parce que si je reviens aux racines profondes de pourquoi est-ce que je me sens aussi frustré, c'est pas tellement aussi un sujet d'équipe, de boîte, etc. C'est aussi, tu vois, un truc vraiment organisationnel tel que les projets, les boîtes sont construites. J'avais envie de faire aussi, tu vois, ma propre expérience et mener un peu ma propre barque tout seul, quoi. Je comprends clairement. Ouais. Je pense que enfin, ça aussi, ça résonne chez moi, hein. Je pense que dans tous les gens qui veulent être indépendants, c'est quelque chose qui résonne beaucoup. C'est la gestion du temps. Quand tu commences à gagner cette liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, c'est difficile de revenir en arrière et de te dire bah, me mettre des appels alors que j'ai pas envie. Même rien que des fois, même moi avec moi-même, je sais pas si ça t'arrive, mais tu te dis bah, putain, demain je vais bosser sur tel projet.
Et puis le lendemain, en fait, tu as une idée sur un autre projet. Et du coup, tu te dis, oh, ben, tant pis, je vais faire l'autre plutôt parce que là, j'ai l'idée, le truc qui me vient. Et je sens que je vais être ultra productif. Alors que si je me force à faire le truc que j'avais prévu, ben, ça va rien donner de bien par rapport à l'autre chemin, quoi. Parce que en entreprise, c'est difficile à faire. Ça, c'est intéressant ce que. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'appelle ça un peu le syndrome de l'objet brillant. J'avais beaucoup ça avant. Tu vois, de me dire, tiens, là, je suis en train de bosser sur un projet, mais il y a un projet un peu plus sexy à côté. Maintenant, j'essaye de me restreindre quand même et de m'essayer de me fixer une discipline. Et c'est de là, en fait, que je trouve ma liberté avec ces contraintes-là que je me fixe. Euh, Tu vois, je fonctionne notamment sur des plans de 90 jours pour essayer de garder mes idées et de me dire, OK, si l'idée que j'ai maintenant, elle est encore valable dans 3 mois, c'est que c'était une bonne idée et que je peux la faire, tu vois. De pas trop tomber sur le côté sexy. Mais je te comprends parce que vu que tu as la possibilité de choisir aussi ce que tu veux faire en dehors de tes clients, de ton audience que tu es en train de servir, etc., bah oui, en fait, tu es ouvert à beaucoup plus d'opportunités. Ton champ des possibles et ton champ d'action, il est multiplié par 10. Et encore une fois, en fait, ouais, si tu as envie de bosser sur ce projet-là, personne va te dire non, écoute, Martin, c'est peut-être pas une bonne idée. En fait, c'est ça aussi. C'est à la fois un énorme avantage et aussi Moi, face au miroir, un qui petit qui me danger dit ça. de courir après le dernier, tu vois. Maintenant, c'est ça. Mais ouais, je t'avoue que effectivement, c'est un truc cool et aussi un problème parce que, par exemple, sur Captime, qui est une application qui fait du revenu, c'est celle qui, chez moi, fait du revenu récurrent et qui est cool, tu vois. Ben, aller chercher plus de revenus, c'est pas très amusant, tu vois. Et du coup, je le fais moins. Alors qu'en vrai, j'ai plein de solutions pour aller le faire, mais j'ai plus envie de bosser sur des trucs qui m'excitent plus, par exemple le podcast, améliorer le site du podcast, des choses qui me permettent de faire grossir mon audience, tu vois, par exemple. Ça m'amuse plus que, qui fait pas forcément de revenus en direct. Ça m'amuse plus que bosser sur Mm. Time qui pourrait faire que j'ai plus besoin de bosser, tu vois. Si enfin, clairement, j'ai eu sur cette application plus de 40 000 téléchargements et pas tous sont payés parce qu'au début, c'était pas payant. Donc, du coup, je pourrais optimiser ça. J'ai des achats in-app qui sont prêts. Il faut juste que je les débug globalement. Mais tu vois, je pourrais bosser sur ça, mais je le fais pas parce que bah, c'est pas. Finalement, je suis pas très drivé par le revenu. Je suis drivé parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et là, parler aux indépendants, ça me plaît plus que parler à des gens qui font du CrossFit. Parce que le CapTime, c'est un timer de CrossFit. Et je suis pas très sportif. Donc, ça me parle moins. Mais finalement, en fait, je pense qu'il y a un trade-off entre ce qui est nécessaire de faire et ce que tu as envie de faire. Et oui, si tu t'organises pas assez bien, je pense que tu vas trop souvent vers le côté je fais les trucs qui sont cool à faire mais qui sont pas nécessaires de faire. Et si tu t'organises trop, ce qui est en entreprise, parce qu'on veut tout cadrer, eh bien, on fait que des choses nécessaires mais plus personne ne s'amuse. Et du coup, on fait les choses Mm. nécessaires bien moins efficacement. Parce que je suis vraiment sûr Ah, mais et je te convaincu rejoins. que si tu t'amuses pas dans ce que tu fais un petit peu, tu es vraiment bien plus nul à chier que si tu t'amusais. C'est un peu extrême, Et mais c'est vrai que moi, je prends un peu le. Tu vois, c'est pour ça que le. Non, mais moi, je prends vraiment, tu vois, je prends vraiment l'expérience un peu entrepreneuriale de maker, de freelance, comme une vraie aventure, tu vois, avec des niveaux, avec des boss. D'ailleurs, le bouquin que j'ai écrit s'appelle L'aventure de vous êtes le héros, tu vois. Il y a déjà un côté gamifié. ouais. Et tu vois, il y a ce côté où, effectivement, déjà le business est un truc assez froid, assez austère parfois, notamment que tu bosses pour des boîtes, etc. Ça sert à rien de lui rajouter une couche de sérieux, autant aussi se faire plaisir sur d'autres côtés et de se dire, ok, je prends ça comme un jeu. Ok, il y a un premier obstacle. Comment est-ce que je peux je peux le contourner. Donc ouais, moi je te rejoins sur le côté varier entre des choses qui sont nécessaires pour bah, faire grossir ton activité, te développer, tester d'autres choses, qui sont parfois des trucs pas hyper sexy, mais nécessaires parce que tu te dis voilà, je fais ce truc-là qui est pas forcément sexy, mais derrière ça va pouvoir me faire débloquer telle compétence ou je vais passer au niveau supérieur sur tel et tel sujet, etc., Mm. etc. Ouais, je vois. Et moi, je trouve que ça a un effet génial aussi, c'est que, tu vois, là, par exemple, j'ai passé 3 jours à bosser sur le site de Indie Maker parce que ça faisait longtemps que je voulais le changer, parce qu'il est super long à charger, tout simplement. Et, euh, et du coup, en fait, normalement, je devais bosser. Tu vois, j'ai une boîte à côté qui s'appelle Cachetori, dont tu connais Jérémy. Et en fait, on avait des projets avancés aussi, mais j'ai un truc qui me bloque en ce moment à Cachetori et qui m'emmerde vraiment beaucoup, parce que c'est un truc deep technique. Enfin bref, personne n'y arrive, ni moi, ni aucun technicien chez nous. Et du coup, ben, j'ai pas bossé dessus toute cette semaine. J'ai bossé sur Indie Maker et hier, enfin tout.
semaine. Et hier, du coup, je me suis remis dessus et j'avais une énergie de dingue, tu vois, essayer de tacler ce problème que j'arrivais pas à résoudre. Alors que je le vois, si j'essaie de rester sur un problème parce que je me suis dit, concrètement, mon planning, c'est je bosse 4 jours sur Cash Story et un jour sur mes projets à moi. Donc, en général, le vendredi après-midi sur le podcast et le vendredi matin sur un autre des projets, ça tourne. Et ben, du coup, j'aurais pas beaucoup avancé toute la semaine parce que c'est difficile et que j'avais vraiment pas envie de résoudre. Et j'aurais pas eu une bonne énergie, tu vois, pour Indie Maker. Alors que là, je suis plutôt content et tout s'est bien goupillé dans tous les sens, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai. C'est très personnel, je pense. Ça dépend beaucoup des gens et de ta capacité à absorber les mauvaises énergies et les bonnes, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin de s'amuser et d'autres moins. Je sais pas si on peut s'entraîner à ça. Et tu vois, c'est pour ça que, tu vois, par exemple, les plans de 90 jours, je trouve que c'est un excellent exercice parce que, en fait, tu as une sorte t'as à la fois, t'as une gratification instantanée et à la fois une gratification différée. C'est-à-dire que tu as une gratification instantanée parce que quand tu essaies de te fixer des objectifs, tu vois, c'est toujours galère. Tu te fixes des objectifs à 2-3 ans, à 1 an, à 6 mois et tout, mais tu vois, c'est vague. Tu as l'impression que, en gros, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, en fait, tant que tu n'arrives pas à l'objectif, tu es frustré parce que tu n'es toujours pas l'objectif. Et tu vois, le fait, par exemple, d'avoir ces plans 90 jours, tu as un reward qui est quotidien, voire hebdomadaire, tu vois. Où en gros, tu sais que, ouais, ok, là, j'ai terminé telle tâche et telle tâche aujourd'hui. Cool, ça me permet d'atteindre mon objectif de la semaine. Et je sais qu'en plus, si j'atteins cet objectif de la semaine, je me rapproche de l'objectif du mois ou du trimestre, peu importe. Et du coup, tu vois, tu as ce truc un peu encore gamifié qui est, je me dis, ok, là, je fais un truc chiant, mais je sais que je suis obligé de faire ce truc un peu chiant pour débloquer le truc sympa qui va me permettre d'atteindre l'objectif, tu vois. J'essaie toujours de me, tu vois, j'essaie toujours de me dire, ok, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça va aller, genre ça va bien se passer, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que je viens de me rendre compte que dans ma vie d'indépendant, side project, je me mets pas beaucoup d'objectifs. Enfin, j'ai pas la rigueur d'en mettre comme il faut, quoi. Mais par contre, avec ma meuf, en couple, on se met des objectifs trimestriels. Et ouais, Ah ouais? on fait ça en mode, on essaie d'avancer et de construire quelque chose ensemble. Par trimestre, on fait ça. Là, ça fait 2 fois qu'on le fait. Et c'est plutôt, ça crée beaucoup de valeur, quoi. C'est rigolo parce que c'est un truc qui est. Enfin, moi, je l'ai connu à Toucan, tu vois, les OKR, quoi, finalement. Et moi, je fais des OKR avec ma meuf maintenant. Et alors que, tu sais, c'est un côté très professionnel et très froid. Alors qu'en vrai, je pense que ça nous aide énormément à nous aimer encore plus au quotidien parce que tu essayes de dire, OK, c'est quoi nos valeurs communes, où c'est qu'on veut aller, et du coup, qui est l'objectif dans 3 mois, quoi. Et ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en off, je te parlais que je fais du coaching avec Indie Maker. Et pareil, le coaching, c'est sur 3 mois aussi, objectif en 90 jours. Ça a vraiment un bon format. Je sais pas d'où. Tu sais d'où ça vient, si ça vient d'un livre, d'un mec, je sais pas, la ref, peut-être. Tu l'as, toi? Ouais, moi j'avais vu ça chez. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est avec un gars qui s'appelle Tyler Pearson, qui est un ancien entrepreneur, qui est un gros investisseur, qui parle pas mal de finance et d'orga. Et c'est le premier qui en a parlé. Il appelait ça dans un long article. En gros, il détaillait lui sa manière de faire, de construire chaque année, etc. Et il prenait, en fait, il taclait le problème que beaucoup ont, c'est qui est, c'est galère de te mettre des objectifs, parce que c'est hyper long et que t'as pas de process pour te dire. En fait, quand tu te fixes un objectif, c'est pas juste te dire, ok, je vais me prendre une demi-journée, je vais me poser avec une feuille et puis je vais essayer de trouver des objectifs, tu vois. Et généralement, si t'as pas de méthode, soit tu les fixes pas, soit tu te fixes des trucs qui sont abstraits ou qui sont irréalisables ou en fait qui te conviennent pas vraiment. Ou tu vois, si tu creuses, en fait, c'est juste pour valider une approbation sociale X ou Y. Et donc lui t'expliquait ça, il prenait ce postulat de, ok, moi j'ai une méthode qui est hyper claire pour fixer des objectifs, pour poser un certain nombre de questions et justement pour découper ensuite ces gros objectifs là. Du coup, alors lui il appelait pas ça plan 90 jours, je sais plus comment il appelait ça, mais ouais, exactement. Et après, par contre, il disait que c'était au mois, au trimestre, et puis à l'année. Et puis après, il le redécoupe en hebdo et puis quotidien. Et ouais, c'est un des premiers qui en a parlé. Et puis après, tu as Stan Leloup qui en a beaucoup parlé aussi il y a quelques années. Il y a peut-être, je sais pas, 2 ans, quand il a commencé à lancer une formation là-dessus. Mais il y en a assez peu en vrai qui en parlent. Et surtout, il y en a assez peu qui en parlent et qui l'appliquent. Moi, tu vois, en fait, depuis 2017,
avec plus ou moins de rigueur en tout cas, mais en gros, j'ai toujours plus ou moins appliqué ces plans de 90 jours, mais depuis que je suis indépendant, tu vois, depuis 2 ans aujourd'hui, c'est un truc que je fais régulièrement, enfin que je fais tous les trimestres, avec des bilans à chaque trimestre, des bilans à l'année, et tout est hyper documenté en fait. Tu vois, là, je suis capable de te dire, voilà, je peux te ressortir mon bilan du premier trimestre 2019. Et ça me permet aussi de documenter. J'ai jamais trouvé de système pour documenter un peu, juste pour moi, à titre personnel, ce qui se passe dans mon quotidien. Et tu vois, de parfois prendre le recul, de me dire, OK, c'est cool ce qui a été fait. Et ça, c'est un bon moyen que j'ai trouvé, qui est pas non plus trop exigeant, trop contraignant. Tu vois, c'est pas un bullet journal où il faut répondre à 50 Ouais. questions chaque jour. Et moi, en tout cas, ça fonctionne bien. C'est très Tu les cadré, donc publies ça chaque fois ou pas? fonctionne pas pour tout le monde. Non, ce que je fais, c'est que je fais des bilans à l'année Ouais, comme publique, Johan Lopez, ça. mais je rentre pas dans tout le détail, tu vois. Ouais, après, je rentre pas autant dans le détail Oui, que mais lui, c'est un Johan. fou de la data aussi. Je traque pas autant de data. Voilà. Et puis, en fait, tu as aussi beaucoup de questions personnelles, de ressentiments et tout que je fais de manière hebdomadaire. Tu vois, pour le coup, chaque dimanche après-midi, ça, c'est mon petit moment où je prends 1 heure, tu vois, et je fais un peu le bilan de ce qui s'est passé cette semaine, de les frustrations, comment est-ce que j'ai avancé justement sur mes objectifs, si j'ai pas avancé, pourquoi, c'est quoi et tu vois, de revenir à chaque fois au cœur du problème, quoi. Est-ce que c'est parce que j'avais pas le temps? Ok, mais pourquoi est-ce que j'ai pas accordé de temps? Et en fait, tu vois, en tirant comme ça, bah, ça me permet, par exemple, ça m'a permis de savoir, ok, quel genre de client j'ai plus envie d'avoir, quels sont les sujets qui me font vraiment kiffer sur Tribu 1D, quels sont les trucs inutiles que je suis en train de faire et en fait qui apportent aucune valeur et qui m'amènent pas vers mes objectifs. Et donc tout ça, tu vois, je le fais chaque semaine, ce qui fait qu'en fait, à la fin de chaque trimestre, bah, j'ai 12 pages notions de bilan. Donc après, j'en refais une synthèse. Et puis à l'année, après, tu vois, je passe 2 jours à revoir un peu tout ce qui s'est passé dans l'année. Et donc, je publie un bilan public, mais qui est pas, tu vois, qui est remodelé, qui est un peu plus, Oui, il est shapé un peu pour plus pour lisible. le public, quoi. Ouais, voilà, qui est un peu plus structuré, quoi. Voilà. Ok. Ah, c'est intéressant, ça. J'avais jamais vraiment pensé à le faire pour moi-même. C'est vraiment un truc. À Cachetory, on fait des trucs comme ça. Mais personnellement, tu vois, j'y ai pensé en mode équipe, en couple, mais moi-même, j'ai pas pensé à le faire. C'est rigolo. Le mec structure tout Mais en sauf fait, je sa pense que propre ça vie. dépend de. Mais je pense que ça dépend vraiment de. Tu vois, moi à chaque fois que je parle des plans de quatrième jour, les gens me disent, mais attends, elle est où ta liberté là-dedans, quoi? Enfin, tout est trop cadré et tout. Et je pense que ça dépend de chacun. Moi, en gros, c'est ma méthode pour avancer parce que sinon, en réalité, tu vois, genre, enfin, moi, je me lève pas non plus tous les jours en me disant, putain, mais c'est génial, je vais encore passer une journée de fou, youpi, etc. Tu vois, il y a forcément des moments un peu où tu vois, tu te questionnes, tu te demandes si tu es sur le bon chemin, etc. Et du coup, moi, ce côté un peu structuré m'aide à me dire, ok, là, c'est pas la meilleure période, mais t'inquiète, ce que tu fais va dans le sens de ce que tu t'es donné comme direction, et donc continue et lâche pas. Donc moi, c'est un peu mon truc, un peu, tu vois, self-motivation, quoi, Ouais. alors que je suis tout seul. Donc moi, j'ai trouvé ce trick-là avec ces plans-là, mais il y en a sûrement d'autres. Hein. J'ai l'impression que, du coup, on a pas de sujet, mais des projets. En lisant ton impression que ce que tu racontes là, ça fait un peu écho avec le chemin que tu as parcouru avec ton. C'est quand même un big défi. Et du coup, aider pour écrire ton livre, cette méthodologie un peu. Alors, ça a coupé. Est-ce que tu peux me reposer la question? Ça a coupé. Est-ce que cette méthode-là, quand tu en parles, c'est quelque chose qui a vraiment été significatif pour l'écriture de ton livre? Ouais, complètement. Complètement. Tu vois, sur un bouquin, globalement, tu vois, je signe le contrat d'édition janvier 2020, le livre sur le 14 janvier 2021. En gros, c'est un an. C'est un an dans lequel tu n'es pas à 100% sur le projet, mais c'est un an pendant lequel tu as une charge mentale qui est ce livre-là. C'est-à-dire que, tu vois, en back-office, bah, en gros, ça tourne, quoi. Tu as des idées, etc. Et donc, en fait, si t'es pas structuré et que t'es pas organisé, tu as deux manières de faire. Soit, en fait, tu te pourris le mental et tu penses qu'à ça tout le temps et t'avances pas, mais du coup, tu vois, ça inonde un peu tes autres projets et donc tu es moins efficace sur tes autres projets. Soit, en fait, si t'es pas suffisamment structuré, tu peux mettre des années à écrire un livre. Parce que c'est un projet qui est tellement plus gros et plus difficile aussi que faire le podcast Tribu 1D ou écrire la newsletter, que moi j'étais obligé de me dire ok, et tu vois par exemple typiquement semestre 1, trimestre 1 de l'année, c'était il faut que j'ai la thèse
et le plan ultra détaillé du livre. D'accord. Trimestre 2, il fallait que j'ai écrit 50% du livre, enfin un petit peu moins, 40% du livre. Trimestre 3, il fallait que j'ai rendu le manuscrit à l'éditeur. Trimestre 4, il fallait que le livre parte en impression et que le marketing soit bouclé globalement. Et donc en fait, ça c'est les grands objectifs. Et donc dedans, bien sûr, il y a plein de sous-projets, il y a des sous-tâches, etc. Parce que j'étais pas tout seul pour écrire le livre. J'avais une sorte de micro-communauté dans la communauté Tribu Indé. Mais du coup, tu es obligé de te mettre des... Moi, j'étais obligé de me mettre un peu des milestones parce que sinon, en fait, tu procrastines, quoi. Sur un livre, tu dis, OK, il faut que j'écrive 280 pages. En fait, tu démarres jamais. Ou alors, tu commences à démarrer et tu te dis, ouais, OK, c'est pas la prio. Tu vois, si t'en fais pas une priorité, Oui, clairement. bah, tu peux vraiment passer des années à écrire ton livre, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que ton planning, est-ce que tu avais établi en fait comment ça s'est passé? C'est plutôt quelque chose que tu arrives à suivre la plupart du temps ou c'est quelque chose qui est plus genre comment tu évaluerais ta capacité à réaliser ce que tu prévois? Tu te trouves plutôt bon là-dedans? Ouais, c'est une bonne question. Généralement, tu vois, sur une année, et là, par exemple, si je te fais le point sur l'année 2020, alors on n'est pas tout à fait à la fin de l'année, donc j'ai pas encore fait le bilan, mais tu vois, je pense que je dois être à 70% de ce que j'avais prévu de faire en termes de timing, en termes de projet, etc. Tu vois. Par exemple, sur le livre, j'ai été beaucoup trop confiant sur le fait que, tu vois, sur le premier trimestre, j'aurais été capable de sortir la thèse complète du livre. Et en fait, sortir une thèse d'un livre, c'est plus compliqué que juste te dire, tu vois, par exemple, je sais pas, tu te dis sur un épisode de podcast, tu te dis, OK, je pense que la thèse, ça peut être ça. Avec mon invité, on va partir du point A, on va aller au point B, et puis on va passer par tel et tel chemin. Et comme ça, on va amener l'auditeur vers telle conclusion. Sur un article, tu peux le faire facilement, sur une newsletter, etc. Ça peut rester en tête. Sur 280 pages, en fait, c'est impossible d'avoir ton truc dans la tête en disant, ouais, OK, j'ai un peu la thèse vite fait, puis je vais me mettre à écrire et puis on verra bien, tu vois. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, en fait, tu te retrouves à tout réécrire. Donc, en fait, ce temps-là, de te dire, OK, c'est quoi la thèse qui va me permettre de tenir de la page 1 à la page 280, d'avoir un truc qui tient la route, qui se répète pas dans le temps, et qui te permet à chaque nouveau chapitre d'avancer vers ton but final. Et donc ça, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est un truc que tu vois pas vraiment. Tu vois, quand tu achètes un livre ou que tu lis, je sais pas, tu lis un EPUB ou un truc comme ça, en fait, tu te rends pas compte du travail en amont pour simplifier et pour que quand toi tu lis le livre, tu dis ah ouais, c'est fluide et tout, ok, c'est cohérent, ah ouais, ça s'enchaîne bien et tout. Parce qu'en fait, tu vois pas toute l'architecture cachée du livre. Et ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de recul et qu'en France, tu vois, les auteurs, assez peu de personnes en fait partagent le process en cours de route. Moi, tu vois, je m'étais dit, ok, bah oui, en fait, un article, c'est quoi? C'est 2-3 000 mots. Un livre, ça doit être 50 000 mots. Donc, en fait, il faut que j'écrive 25 articles, quoi. Donc, en fait, je prends 2-3 jours pour écrire un article. Bon, bah, du coup, voilà, je multiplie ça par 25 et puis j'ai le nombre de jours que je vais pouvoir mettre dans l'année. En fait, ça marche pas du tout comme ça. J'aimerais te dire que c'est ça la formule, mais Je comprends, oui. et du coup, ouais, tout c'est un peu, tu vois, tout c'est un peu décalé, sachant que moi, je m'étais vraiment fixé comme date de me dire, ok, au 1er septembre, le livre, en tout cas la première version du livre, elle est chez l'éditeur. Donc du coup, tu vois, tu rattrapes sur les prochains mois. Et l'avantage de faire en 90 jours, c'est que si tu t'es un peu planté, si tu as pris un peu de retard, tu vois, tu as le temps, en fait, t'as 4 itérations dans ton année pour te dire, OK, je me suis trompé là-dessus, j'étais trop prévoyant, enfin, j'étais trop optimiste. Sur le prochain trimestre, je vais peut-être prendre moins de choses, je vais décaler d'autres choses. Et donc, tu vois, tu as 4 itérations successives, ce qui te permet, du coup, de pas non plus trop prendre de retard sur tes mois. Mais sans spoiler, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu sur le livre. C'était la sortie en janvier, c'était la date prévue, c'est quelque chose que tu as signé. Pour être honnête, il devait sortir début décembre. Okay. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on l'a pas sorti. Déjà parce que contexte actuel, crise sanitaire, confinement, ça a aussi pas mal bousculé les choses. Et moi, d'un point de vue stratégie, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon moment de sortir le livre et tu vois, de me presser pour terminer à tout prix le livre? Pas forcément. Donc on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut sortir ça début janvier? Parce qu'en plus, tu vois, début janvier, bonne résolution. Généralement, tu as 2 gros pics où les gens se lancent en freelance, c'est septembre et c'est janvier. Ouais. C'est généralement les 2 pics où tu as le plus de création de statut. Donc, on s'est dit, go sur janvier, ça nous laisse un peu plus de temps aussi pour prendre le pouls, pour finaliser aussi les détails, pour ajouter un peu plus de choses. Donc tu vois, finalement, il n'y a pas eu tant de décalage que ça. Tu vois, il y a eu un petit mois de décalage, quoi.
Oui, et puis finalement, moi, quand tu me dis il va être lancé en décembre, c'est décembre, les gens ils se posent, ils savent que janvier, c'est plutôt dans l'idée tout recommence, tout est nouveau, Ouais. c'est là où on veut acheter des trucs. Mm. Effectivement, finalement, la vie te pousse peut-être à avoir une meilleure date. Je trouve que c'est souvent un truc qu'on a du mal à faire. Tu sais, quand tu t'engages envers quelque chose et que des fois, finalement, cet engagement, il peut paraître réévaluable, tu vois, pour pas dire bête, parce que des fois, je pense qu'on s'engage à des trucs et c'est une erreur, mais parce qu'on s'y est engagé, tu sais, on veut aller jusqu'au bout et pour se dire, ouais, mais comme ça, j'aurais pas abandonné. Mais en vrai, Ouais. des fois, c'est la vie, elle te met des choses sur ta route. Ton objectif, il peut être. Et tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je crois que je t'ai perdu. Yo, Tu m'entends? il y a un petit bug, j'ai l'impression. Ouais, tu t'es fait sortir? Ben, moi, je te voyais plus. Et Moi aussi. du coup, voilà. Alors là, j'essaye de voir si Alexis, Martin. Bon, eh bien, ça a l'air OK. Ouais, moi, ça continue d'uploader, hein. Ouais, ouais, ouais. Ben moi, ça continue. Non. Martin, ouais, c'est ça. Il y en a un qui a commencé à 40 et un qui commence à 15h. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Eh bien, on a été coupé. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de justement de parfois se fixer des Ah deadlines, tu oui. vois, et te dire ouais non mais c'est parce que je me suis fixé ça que je suis obligé de faire ça. Mais tu vois, c'est un des luxes quand t'es créateur en fait. Là par exemple, je te prends l'exemple très concret. Shine est un partenaire de Tribu Indé de manière générale, pas seulement le podcast. On a bossé ensemble sur le podcast, sur des bonus un peu exclusifs pour le livre, et on prépare un gros événement pour mi-février. Initialement, cet événement-là, on s'était dit on va le sortir début janvier. Euh, mais tu vois, en fait, parce qu'on se dit, OK, est-ce que c'est le meilleur moment? Est-ce qu'en fait, tu vois, on dépend de personne. Personne nous a imposé un truc où on s'est dit, oui, il faut absolument que ça soit début janvier. Bah, en fait, d'un commun accord, on se dit, bah, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que on aura le temps est-ce qu'on décale pas pour être sûr d'avoir quelque chose de très propre, de bien structuré, de bien travaillé? Et en fait, c'est ça l'avantage aussi côté indé, tu vois. C'est que si je mets de côté les clients à la fois, si tu as tu vois, du recurring et que tu dois servir tes clients ou que tu as des clients plutôt en presta, en freelance, si tu mets ça de côté et que tu te focalises sur tes projets, en fait, c'est à toi aussi de donner le rythme et le tempo que tu as envie d'avoir par rapport à soit un ressenti, soit un ressenti marché, ou juste tu te dis, bah, c'est peut-être pas le moment et j'ai peut-être besoin encore de genre 2-3 semaines, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, on en revient toujours au même truc, hein, c'est que ben, quand tu es indépendant, tu as plus de liberté. Il n'y a rien à, il y a rien à faire. Ça revient tout le temps et sous plein de formes différentes. Et je pense tant que tu l'as pas expérimenté, il y a vraiment quelque chose où tu te rends pas compte de tout ce que ça peut offrir d'être, en tout cas, en équipe restreinte, voire indépendant. Parce que déjà, rien que d'être deux trois, c'est énormément plus de liberté que d'être une équipe de Hmm. 10.
Enfin, de toute façon, au-dessus de 3, je pense que c'est vraiment. Tu sais, il y avait un livre là-dessus. C'est. Putain, je me rappelle plus. Mais l'idée de si tu es plus que le nombre de personnes possibles pour commander une pizza et trouver le goût de la pizza, c'est que vous êtes trop. Ouais, c'est Je l'ai raconté comme une quiche, mais Jeff Bezos. c'est. C'est Jeff Bezos dans ses réunions Amazon qui disait qu'en gros, il commandait une pizza et il fallait pas qu'il y ait plus de personnes que de parts dispo pour manger. Donc en fait, ce qui fait que tu te retrouves avec 4-5 grandes personnes, grandes max par réunion. Et déjà à 5, tu vois, tu sens que les réunions, Oui. enfin bon, c'est du vécu pour tous les deux, je pense, mais voilà. La fameuse réunionnite. Et en soi, c'est rigolo parce que, enfin, du coup, pour reparler de notre expérience à Toucantoco, moi, je sais que je me suis vraiment battu contre la Réunionnite. Et finalement, tu vois, c'est une start-up. Enfin, moi, je les trouve vraiment cool, même si j'y suis plus. Et, Hmm. et je pense qu'ils font les choses terriblement bien par rapport à d'autres startups, mais pourtant, ils se retrouvent quand même à faire des réunions à beaucoup parce que ben, c'est un réflexe, quoi. Tu veux tenir tout le monde au courant et tu veux aligner tout le monde. Enfin, Bien sûr, hein. et tu es Hmm. obligé de faire ça, quoi. Et c'est vraiment. Enfin, moi, c'est un des trucs déterminants qui a fait que je suis pas resté dans cette boîte parce que. Et puis, ils avaient pas beaucoup la réunionite, hein, mais c'était trop pour moi, quoi. Déjà, à Cache Story, on fait 2-3 réunions par semaine. Je suis limite trop, tu vois. Je, enfin, Ouais. je pense qu'il y a des bons moyens maintenant dans le monde actuel de s'organiser sans devoir focus les gens en même temps et de les empêcher de faire ce qu'ils pourraient faire dans le sens que ça leur va, quoi. Quand tu synchronises de force des gens, c'est un peu c'est une manière d'emprisonner les gens, tu vois, je trouve vraiment maintenant de vivre tu vois, la liberté là. En plus, on le voit beaucoup avec le Covid, ben, plus en plus de gens bossent à distance et ça a eu vraiment un impact, tu vois. J'ai eu merde, j'ai des problèmes avec les noms en ce moment. Je cherche le nom de celui qui fait Remotive. Tu es mon encyclopédie aujourd'hui. Rodolphe Dutel. Ouais, Rodolphe. Et on en parlait, Rodolphe Dutel. ouais, et on en parlait avec Rodolphe dans un épisode, et c'est vraiment quelque chose qui a fait ressentir aux gens qu'il y avait un problème dans notre façon de consommer Hmm. le temps des gens, quoi, dans le travail. Parce que, enfin, tu vois, là, on discutait tout à l'heure, tu m'as demandé où j'étais, je suis à Faro, et je bosse avec ma team, on est chacun où on veut, et depuis que, je pense, le fait que je bouge beaucoup, ça les a incités à plus bouger, et du coup, il y en a à Barcelone maintenant, enfin, tu vois, je pense que ça impacte les gens, et ça va dans le positif. Et pour faire une ellipse sur ce qu'on disait au début, mais finalement, en fait, il y a vraiment quelque chose avec la notion de liberté quand tu es un indépendant qui est imperceptible si tu l'as pas été, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est sûr. Hmm. Toi, tu bouges ou tu restes d'ailleurs toujours au même endroit? Tu bougeais à un moment. Écoute, en 2000, du coup en 2020, ouais, chaque année j'essaie de me dire, tu vois, il y a plusieurs trucs, mais chaque année je donne des intentions, c'est-à-dire que chaque année j'essaie d'avoir un gros projet. Donc par exemple, tu vois, 2018 c'était je quitte mon job, 2019 je lance un podcast, 2020 j'écris un livre, 2021 on verra les Président. projets qui sortiront, mais du coup écoute, je me le souhaite en 2022. Non, mais plus sérieusement, mais en gros, j'ai ces intentions-là avec un projet. Et il y a ce côté aussi expérimenter des choses. Donc, par exemple, tu vois, en 2019, ce que je faisais, c'était qu'une semaine par mois, euh, je quittais Paris. Donc, j'ai fait l'étranger, mais je suis resté en France. J'allais à Lyon, à Lille, je suis retourné à Rennes, etc. Je suis parti au Portugal. Enfin, j'ai un peu voyagé. Et donc, j'avais expérimenté, tu vois, à petite échelle. En 2020, j'ai décidé de partir 4 mois à Bali, qui se sont un peu raccourcis, pour être honnête, euh, par un petit virus qui s'est un peu invité à la fête de 2020. Mais du coup, ouais, moi, je trouve ça aussi important parce que moi, j'aime bien aussi, voyager, et en fait, de me créer, ça me crée un peu, tu vois, que je voyage et que je pars pour bosser, ça me crée un petit sas de concentration, tu vois. Je me dis, OK, il n'y a pas de bruit extérieur. Quand je parle de bruit, c'est, bah, il y a peu de sollicitations externes, ou en tout cas, tu vois, je trouve que c'est la bonne excuse pour dire désolé,
je peux pas aller déj avec toi, je peux pas prendre un café, je peux pas prendre de call parce qu'en fait il y a un décalage et tu passes pas pour le gars tu vois antipathique qui a juste pas envie de discuter avec toi alors qu'en fait tu as juste envie d'être concentré sur pendant un petit laps de temps mais tu as besoin d'être concentré. Moi c'était le livre par exemple. Donc ouais, à part ça, là du coup je suis maintenant, je suis plus à Paris, j'ai quitté Paris, je suis maintenant à Rennes, je suis installé à Rennes, mais en 2021 le plan, c'est de repartir un petit peu, tu vois, de faire un mois, revenir, refaire un petit mois, etc. Je me vois pas faire, tu vois, je me vois pas être un digital nomade au sens où je bouge tout le temps parce que j'aime bien avoir, tu vois, mon petit setup. Moi je suis bien aussi, tu vois, à bosser dans mon bureau, chez moi, etc. Mais j'aime bien partir aussi, notamment que tu vois, je dois sortir des gros projets, ou je dois terminer des choses. Ça me fait mon petit sas, ça me change de cadre, ça me met dans un autre état d'esprit aussi. Ok, ouais, je vois l'idée. Ça a été un grand débat du coup avec ma copine justement, parce qu'on en, on en parle pas mal, vu qu'on est nomade actuellement. Et c'est vrai que ça fait rêver plein de gens de se dire aussi plein de problématiques qui est bah, tu te sens moins chez toi. T'as- Tu vois, l'an dernier, nous on était en camping-car carrément, donc là c'est encore plus. Tu vois, tu es dans un milieu restreint, enfin, etc. Donc il y a plein de trucs sur le nomadisme où c'est bien moitié de l'année, tu vois, où enfin, il y a vraiment un truc. Je pense que nous, on vise vraiment. On a quatre maisons aux quatre coins du monde et tous les trimestres, on bouge, tu vois. Ça serait bien. Ouais. Euh, mais, mais, mais bouger, Mais enfin, comme j'ai vu il y a quelques années. Vas-y, vas-y. non, non, mais ce que je te disais, c'est que Pose ta c'est question. marrant, tu vois, quand on parle de digital nomadisme, etc. Tu vois, tout de suite, on se dit, ok, plage, sable, soleil et tout. En vrai, tu vois, si je te Bali. raconte un peu mon quotidien à Bali, bah, j'étais à Bali justement, et en vrai, mon quotidien était quasiment le même que ce que j'avais en France. C'est-à-dire que je bossais pas dans les cafés, j'avais un coworking où j'allais tous les matins, je faisais une journée complète de travail. euh, Enfin, tu vois, ok, oui, j'allais voir de temps en temps le coucher du soleil. Les week-ends sont quand même un peu plus sexy qu'en France. Mais si tu veux, fondamentalement, tu vois, moi, j'ai toujours besoin d'avoir, d'avoir un espace avec une bonne connexion, mes écrans. Enfin, tu vois, j'ai besoin d'avoir un vrai setup parce que sinon, je peux pas travailler correctement. Et en fait, enfin, oui, c'est cool d'être dans un bocal, mais en fait, ça va plus me frustrer de pas réussir à bosser que que qu'autre chose. Donc, tu vois. J'avais un coworking, enfin, je reprenais les mêmes codes qu'en France, sauf que bah, j'étais à l'étranger, la vie était moins chère, etc. Il y avait du soleil, il faisait chaud. Mais fondamentalement, tu vois, euh, c'est pas comme certaines publicités YouTube où j'étais au bord de la piscine avec mes lunettes de soleil et parce qu'en fait, tu vois rien quand tu travailles au soleil. La réalité Oui, de ceux qui l'ont vécu, en vrai, c'est tu ne vois pas, putain tu de ne vois pas dur. ton écran. Oui. Non, non, mais je pense que c'est un peu pour ça aussi que je fais ce podcast, parce qu'il y a deux trucs qui m'énervaient. Un, quand on te parle d'indépendance et tu vas chiller autour de la piscine et tu vas gagner des millions, mets ta carte bleue ici. Et deux, c'est sinon l'autre voie royale, c'est fait une start-up et lève des millions. Et je trouve ça nul à chier ces deux visions, putain, ça me gave. C'est genre, moi j'ai vraiment, et c'est un truc qui revient en ce moment, c'est la vision du petit artisan qu'il y a dans le village de mes grands-parents. C'est un potier. Mm. Et il fait des poteries qui kiffent. Globalement, il kiffe toute la journée, il fait des poteries, il kiffe que ça. Et en fait, il les vend et ça lui permet de vivre bien et de vivre la vie qu'il veut. Et c'est un peu ça que je vois dans notre travail d'indépendant. Tu vois, on est un peu des artisans du web et on fait des trucs qui nous permettent de vivre plus ou moins bien. Des fois, tu vas plutôt choisir de kiffer et de peu gagner d'argent, et des fois faire gagner beaucoup d'argent et moins kiffer. Peut-être des fois allier les deux quand tu as de la chance. Mais je nous vois vraiment comme des artisans et je pense que c'est ça la voie royale parce qu'en fait, chercher à avoir de l'argent, ça rend pas heureux. C'est chercher à faire des trucs que tu kiffes tous les jours et qui apportent de la valeur au monde qui t'entoure, qui pour moi te rend heureux, tu vois. Et c'est un peu, je pense, la recherche d'un indépendant, c'est d'être heureux, tu vois, au final. Mais tu sais, c'est clairement le biais du survivant. C'est-à-dire que, en soi, tu vas monter des startups pour faire de l'argent. Si tu veux, c'est une mission de vie comme une autre, ou te dire que tu vas gagner des millions avec une formation sans compétences, en partant de zéro en 90 jours. C'est aussi
C'est une vision comme une autre. Et en fait, le problème, c'est que c'est un biais du survivant, c'est-à-dire que tu ne vois que ceux qui ont réussi et c'est ceux qui sont les plus visibles. Mais derrière, en fait, tu as 95% des gens qui, en fait, vont échouer, tout simplement. Et du coup, ça, si tu veux, on le montre pas assez. Et en vrai, tu peux pas trop aussi en vouloir parce qu'on montre que ce qu'il y a de plus sexy aussi, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, ce que tu racontes sur le fait que ce truc d'artisan moi j'appelle ça aussi, tu sais, le craftsman, quoi, le gars qui fait son truc, qui se préoccupe pas du statut social, etc., qui fait juste son truc. Ça, je trouve que c'est, mine de rien, assez récent, parce que tu vois, moi je me souviens, tu vois, Facebook c'est 2004-2005, jusqu'à 2010-2011, créer des startups, c'était pas le truc hyper stylé. Tu vois, c'était généralement un peu les marginaux, les gens qui n'avaient pas trouvé de boîte, enfin de job, Ouais. ou qui s'étaient fait un peu rejeter. T'as le film, je prends souvent cet exemple-là parce que même pour moi, en fait, il m'a marqué et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah, j'ai envie de faire des startups. Mais en gros, t'as un film qui est sorti en 2010-2011 de Social Network qui explique un peu les coulisses de Ouais. Facebook. Et là, d'un coup, créer des boîtes, ça devient un truc ultra sexy dans ta chambre. Et moi, en fait, tu vois, que je commence à me dire, ah, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, on est en 2016, 2015-2016. Et tu vois, je repense à ces films-là en me disant, mais ouais, en plus, je me souviens et tout, Facebook, c'était des étudiants, ils ont fait un truc de fou et tout. Et aujourd'hui, tu vois, c'est plus autant sexy qu'avant de créer des boîtes. Et tu sais, t'as l'impression que maintenant, bah, le nouveau truc un peu sexy, c'est tu prends ton ordi, tu vas à l'autre bout du monde et tu fais de l'argent assez facilement en vendant des produits d'infos, etc. Tu vois. Et en fait, t'as un énorme raccourci où en fait, t'as un nombre de personnes qui s'engouffrent dans ce truc-là. T'en as quelques-uns, t'as quelques élus qui réussissent quand même parce que c'est un business comme un autre qui est compliqué mais qui fonctionne de temps en temps. Et du coup, ceux-là sont mis en avant. Et tu vois, c'est une roue que tu répètes indéfiniment, quoi. Ouais. On prend les mêmes conneries, on recommence, mais sur un sujet différent, quoi. C'est drôle. C'est vraiment un truc qui se répète au final, parce que si tu regardes dans tous les sujets, à partir du moment où c'est médiatisé, malheureusement, je pense que ça va plus loin que le biais du survivant. C'est que même, enfin, et ça s'applique à plusieurs choses. C'est que si tu fais un article, et moi je le vois pour le podcast, j'ai eu des invités qui font des trucs super stylés, mais c'est pas sexy aux yeux de tout le monde. Et du coup, l'épisode n'a pas forcément Hmm. beaucoup d'écoute. Alors qu'en vrai, c'est de l'or en barre le mec ce qu'il raconte, et où tu vois qu'il était capable de Hmm. prendre un sujet pas sexy, d'en vivre, parce que lui, il le kiffe ce sujet-là. Et en fait, tu vois que c'est les sujets les moins écoutés finalement, parce que c'est un peu le biais du survivant de mon article, quoi. Euh, genre, mon article, parmi tous les autres qui font sensation, où il y a un mec au bord d'une piscine, machin, et ben, il concurrence pas, c'est pas assez sexy par rapport à ça, et du coup, ben, il n'est pas mis en avant. Et c'est assez drôle comme notre sélection naturelle de vers quoi on tend est tout le temps biaisée. C'est un truc que Parce tu que, prends en compte dans tes articles d'ailleurs quand tu écris, parce que tu fais du copywriting, toi. ouais, bah, en fait, le truc, c'est que tu vois, on n'aime pas la difficulté. Ouais. Inconsciemment, on cherche du raccourci. On cherche la bonne méthode, on cherche le chemin tracé. En fait, c'est vers ça que tu es attiré, tu vois. Et regarde aujourd'hui, tout le monde se dit, ouais, les articles clickbait, les trucs, les vidéos YouTube avec des titres, c'est abusé et tout. Enfin, moi-même, je suis attiré par ce genre de choses inconsciemment, tu vois. Si je contrôle pas le truc, bah, je vais aller toujours vers ça, tu vois. Euh, donc, c'est le problème, c'est que on aimerait tout avoir facilement sans y mettre l'énergie et l'intensité que ça demande. Et typiquement, par exemple, tu vois, je trouve que, par exemple, le freelancing, c'est un bon sas pour tester des projets, pour tester l'indépendance, avant de te dire, OK, je lance un projet et j'essaye d'en vivre en solo avec une petite équipe. Parce que, tu vois, en vrai, dès le premier mois, tu es capable de générer de l'argent normalement côté freelance, c'est du service, c'est de la transaction. Mais tu vois, rien que ça déjà, bah, en fait, de dire que, OK, mais pour te lancer en freelance, il va falloir que tu prennes une méthode, en fait, va falloir que tu fasses de la recherche client, que tu te prépares en amont, que tu structures ton activité, que tu ailles chercher des clients, et pour aller chercher des clients, il va falloir faire A, B, C. Si B marche pas, il va falloir que tu fasses B', et que tu aies un plan B, Ouais. etc. En fait, tout de suite, c'est beaucoup moins sexy que si je te dis, viens avec moi et en fait, tu vas gagner assez vite de l'argent, quoi. Je caricature, hein, volontairement, je caricature l'idée, mais tu vois le truc. Et en fait, c'est, 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 c'est toujours ça, quoi. C'est rigolo. Je sais pas si on avait déjà eu cette conversation ensemble, mais tu sais, à un moment donné, j'avais monté un startup studio et j'essayais de vendre à des gens des MVP, quoi, Mm. un premier produit
pour leur idée, une fois qu'ils avaient validé l'idée. Et j'ai eu un max de mecs. Et j'ai abandonné ce projet à cause de ça. J'ai eu que des gens qui venaient en mode j'ai une super idée, je veux faire un projet, machin. Je leur dis oui, mais est-ce que déjà tu as validé des trucs en amont? Non, mais c'est sûr, ça va marcher. Je dis oui, mais là, l'étape que moi je te propose, ça coûte des sous. Parce que normalement, tu as validé déjà que ça va marcher. Sinon, tu mets pas d'argent. Non, non, mais je suis sûr et tout. Et au final, tu dis, bon, ok, on va remplir un Trello. Et là, tout le monde disparaît. Genre, juste un Trello, tu vois, il y avait 10 cartes à remplir max. Genre, c'est quoi ton. Enfin, c'était fou. Hallucinant. Mais tu sais, t'as souvent, t'as un peu la mauvaise et la bonne approche. La mauvaise approche, pardon, c'est de te dire, ok, j'ai une idée, tiens, j'ai envie de faire ça. Ensuite, tu vas dire, ok, j'ai envie de faire ça, bah, du coup, qu'est-ce que je pourrais proposer? Donc là, tu te dis, ok, je fais un service, je crée une boîte, je fais un modèle de recurring, etc. Et ensuite, tu te dis, ok, maintenant que j'ai envie de faire un truc, que j'ai potentiellement cette idée-là, à qui je vais pouvoir la vendre? En fait, ça ne marche pas, tu vois. Il faut faire dans l'autre sens, c'est-à-dire, qui a besoin d'aide? Quelles sont les opportunités et les frustrations d'un marché X ou Y? Ok, sur ce marché-là que j'ai identifié, bah, quels sont vraiment les problèmes ultra spécifiques sur lesquels moi, je vais pouvoir les aider grâce à mes compétences et à une solution que j'aurais designée. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je vais leur proposer concrètement, tu vois. Et ça, c'est la bonne idée, c'est la bonne approche. Et tu vois qu'elle est beaucoup plus compliquée, elle te demande beaucoup plus de réflexion en amont, beaucoup plus d'étapes que juste se dire, ah, j'ai une passion, j'ai une envie, tiens, je vais faire ça et on va voir si ça prend sur le marché, quoi. Hmm. C'est rigolo que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, enfin, c'est un truc qui revient souvent. Je sais pas si tu connais Reda de Age of Maker, qui a un podcast. Ça Non. te dit rien? Ouais, c'est pas grave. Je le mettrai un lien dans la description, je te l'enverrai. Il est vraiment cool. Il est dans le chantier et clairement, lui, il lance que des business où il comprend rien au business, mais il a vu le pain chez quelqu'un. C'était un coup Hmm. sa femme, un coup sa sœur, un coup sa cousine, etc. Il a vu le pain, il a identifié avec elle et il en a fait un produit. Il le lance et à chaque fois ça marche. Et parce que il a pas une idée, il s'en fout de l'idée. Il vient chercher un problème. Il dit ah Ouais. ouais, tu Hmm. l'as. Est-ce que tu connais d'autres gens qui l'ont? Ok, on va aller fouiner là-dedans. Il fouine, il fouine, il fouine. Il trouve une solution parce que lui, il s'est développé, etc. Donc, il arrive à builder quelque chose pour eux qui n'est pas un produit complexe en soi. Et souvent, c'est ça, en fait. C'est un truc que je pousse à fond dans les indies, c'est faites des produits très simples qui résolvent un problème que quelques gens ont, même 20 personnes. Si 20 personnes sont prêts à mettre un bal et que toi, ça te prend, je sais pas, une demi-heure à faire, fais-le. Et enfin, déjà, tu prends des sous, quoi. Et petit à petit, tu arriveras à faire des trucs de plus en plus gros où tu en auras des millions et ça sera très bien. Tu auras plein de sources de revenus. Comme ça, s'il y a une autre maladie, un truc random, ça ira très bien. Et plus ton problème, il y a plus ton problème est dur, il est frustrant chez tes clients et que c'est un besoin qui est ultra urgent, plus en fait, tu mets le doigt sur quelque chose. Et tu vois, par exemple, en freelance, c'est exactement ça. Le copywriting, c'est en étant un peu en insider, tu vois, d'abord chez Toucan, puis dans cette boîte de freelance, que je me suis aperçu que en fait, c'était un vrai sujet, que les boîtes n'avaient pas trouvé de solution, que embaucher des stagiaires, c'est trop junior, embaucher des CDI, ben, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Un, qui veulent être en CDI, deux, qui ont vraiment des compétences à la fois sur du marketing, de l'écriture et comprendre comment fonctionne un business de manière générale. Et en fait, en freelance, bah, tu as beaucoup de rédacteurs, mais tu personne qui est vraiment spécialisé sur du B2B, qui comprend les problématiques SaaS, qui a ce truc où, tu vois, moi j'ai passé des heures et des heures, et j'ai des centaines de pages de vente, de sites, de landing que j'ai analysé. Et donc, tu vois, là, j'ai un truc où je me dis, OK, là, il y a une frustration chez mes clients. Et ben, je la résous d'abord avec un service, mais demain, tu pourrais très bien imaginer avoir une sorte de produit qui les aide à structurer leur copie, à faire des audits un peu automatiques, etc. etc. Tu vois. D'ailleurs, j'ai découvert un produit qui fait un peu ça, qui t'aide à trouver la copie un peu de ton produit, il marche pas mal, ça s'appelle Editure. C'est un indie américain qui a Ouais, fait ça. Et grâce à GPT-3, aux US, ouais. GPT-3 en français. Ouais, mais ça marche en français aussi. Tu mets le nom de ton produit, qu'est-ce qu'il fait en français. Il te pose 4 ou 5 questions et il te génère des, des headlines de ton produit, quoi. C'est assez étonnant. Et c'est pas ultra compliqué, quoi. Il a pris. Tu sais, je pense que dans le copywriting, tu en as plein. Tu as des formulations de base que tu sais qui marchent bien. Et tu n'as plus qu'à compléter avec le nom du produit, l'activité, etc. Et tu as déjà des trucs structurés qui sont pas mal, quoi, pour te donner des idées. Et du coup, ce qu'il faisait au début, c'était ça le Effectivement. produit.
Le seul sujet de ça, c'est qu'en fait, on te vend encore une fois une formule toute faite, tu vois. Et on te dit, ouais, ben en fait, la méthode, tu vas répondre à ces Ouais. 4 questions et on va te sortir un copie. Alors qu'en fait, la réalité, c'est un truc que personne ne fait et c'est ce dont on vient juste de parler quand tu le fais pour ton propre projet. C'est l'importance de ta recherche client, de ta recherche marché. Et de pas partir de. Parce que toi, tu peux dire, ouais, du coup, mes clients, ils ont ce problème-là, ils ont ce problème A, B, C, ils sont frustrés pour telle et telle raison, ils ont testé telle et telle alternative. Sauf qu'encore une fois, tu vois, c'est, euh, c'est, euh, si tu veux, c'est des déductions que tu t'es faites toi-même qui sont, tu vois, c'est des intuitions qui sont basées Ouais. sur rien du tout. Versus le vrai job d'un copywriter, en fait, 80% de son job, c'est d'aller interroger le marché, d'aller interroger les clients, de les questionner, de les pousser pour en sortir les vrais insights, pas ceux que ton client va te dire parce que ça l'arrange de te dire que un des problématiques c'est ça, parce que en fait ton marketing est basé là-dessus, alors faut pas faire trop Ouais. différent, tu vois. Et donc oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne première approche, mais si tu veux quelque chose de vraiment baqué sur le marché, tu es obligé de faire de la recherche. Et ça, malheureusement, et tant mieux pour moi, c'est quand même mon job, c'est difficilement scalable, quoi. Ah oui, Et oui, non, automatisable surtout. clairement, clairement. Mais je prenais l'exemple de, il a trouvé un petit pain sur le copywriting qui est finalement, je pense que ce qui est bien dans ce produit, c'est pas que ça te fait des trucs tout faits. Si tu utilises et que tu fais du copier-coller, je pense que tu n'arriveras à rien, mais ça te donne un peu des idées, des structures. Et même pour toi, en tant que copywriter, ça peut être intéressant à l'utiliser pour Hmm. te donner du grain à moudre. Tu sais, une fois que parce que ce que j'ai compris dans ce qui est intéressant dans le copywriting à faire, c'est d'aller faire des interviews utilisateurs et de noter un peu les mots qu'ils te disent quand tu leur poses des questions pour prendre leur façon de parler en fait. Et comme ça, quand ta target potentielle, elle va lire ce que tu as écrit, elle se sent concernée parce que tu utilises ses propres mots. Et ça, c'est effectivement un truc Hmm. que tu ne peux pas automatiser. Ou alors, il faut mettre des micros chez tout le monde, ce qui est peu probable. Mais et voilà quoi. Du coup, je pense que c'est un bon. C'était un copywriter à la base qui a fait ce projet, il me semble. Et du coup, il a trouvé un moyen de productiser un peu une partie Mhm. de son business. Et je trouvais ça cool. Mais voilà. Tu veux qu'on revienne un petit peu sur tes projets, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle et je crois que tu n'as plus beaucoup de temps à nous accorder. Donc on va revenir un peu sur tes projets, ça te dit? Allez, Tu as vu cette belle ellipse. Du coup, un petit peu, ce que je voulais te demander, c'est magnifique. globalement, avec TribuND, c'est quoi ton objectif? Où c'est que tu veux c'est quoi la vision de TribuND là? Tu veux l'amener où, ce projet? J'aimerais dire que la vision elle est super claire sur les 10 prochaines années, mais ce serait te mentir. Tu vois, sur la première année, c'était un projet qui était extrêmement naïf, c'est-à-dire j'avais un problème que moi-même j'expérimentais qui était j'avais pas assez de connaissances, il faut que je rencontre un maximum de personnes, je vais récupérer des stratégies, des conseils, etc., que je vais pouvoir appliquer et tester avec mes clients, et puis tu vois, c'est une sorte de boucle itérative où je reprends du feedback d'autres freelances, etc. En 2020, tu vois, avec ce livre que j'ai commencé à écrire, euh, j'ai senti aussi que tu vois, il y avait en termes de contenu, de médias, etc., il y avait quand même un trou qui était en train d'être comblé par d'autres acteurs que moi, mais en tout cas, il y avait une opportunité. Là, tu vois, l'idée, c'est de continuer à apporter Tribu 1D, de développer tout l'écosystème et de rajouter progressivement une brique après l'autre sans précipiter. Et tu vois, c'est pour ça que on en parlait un petit peu, mais le podcast, je l'ai créé en 2019, en mars 2019. On est en décembre 2020. Aujourd'hui, Tribu Indé, en 2 ans, tu vois, m'a rapporté à peu près 15% de mon chiffre d'affaires global sur les 2 années. Et tu vois, on pourrait se dire, mais attends, mais tu passes quasiment 2 ans à bosser sur un projet qui te prend peut-être 50% de ton temps, un petit peu moins, sans en récolter 50% de ton chiffre d'affaires. Tu vois, il Ouais. y a un truc. Et ça, c'est un truc intéressant que où moi, tu vois, je me suis dit, ce projet-là, il est d'abord audience first. Tu vois, c'est de me dire, OK, comment est-ce que je construis une communauté qui est à la fois ultra soudée autour du projet, pas forcément autour de moi, mais autour de Tribu 1D, et comment est-ce que je m'assure que je comprends parfaitement cette audience-là, je comprends parfaitement leurs besoins, j'arrive à savoir aussi avec les contenus que je produis. Tu vois, je suis capable aujourd'hui de te dire en avance, bah, tu vois, ce sujet de podcast-là, il va plutôt bien marcher par rapport à d'autres parce que j'ai la connaissance audience. Ce qui me permet, notamment avec le livre, d'être quasiment sûr à 90% sur le fond du livre. Ça ne veut pas dire qu'il se vendra, etc. Mais en tout cas, je sais que quand le livre il sera dans les mains des lecteurs et des lectrices, je sais que le fond il est baqué à la fois par toute l'expérience que j'ai, par les centaines de rencontres que j'ai faites, la vingtaine de personnes qui sont repassées sur le livre de freelance avec différents niveaux de maturité. Et donc ça, tu vois,
le fait d'avoir été audience first d'abord, de ne pas avoir cherché à monétiser tout de suite, ça m'a permis de construire une relation un peu privilégiée avec les auditeurs, les auditrices, les lecteurs de la newsletter, les personnes qui me suivent sur Insta, etc. Pour me dire, OK, ensuite, sur 2021, pardon, une fois que le livre est lancé, qu'est-ce que je peux créer de plus? Cette fois-ci, un produit, quelque chose qui va pouvoir me générer. L'idée, c'est que j'aimerais bien que, tu vois, fin 2021, je puisse te dire, OK, Tribu Indé a généré plus ou moins 50% de mes revenus de l'année. Ça, c'est vraiment l'objectif, je dirais, financier. Et pour ça, quels sont les projets que je peux créer maintenant que j'ai une connaissance du marché, de ce qui a déjà été fait, et puis je connais bien l'audience, les auditeurs, etc. Tu vois, je suis encore plus à même aujourd'hui. C'est presque plus simple pour moi de lancer un produit maintenant que si je l'avais fait il y a un an, en étant un peu plus dans le brouillard. Donc la vision, c'est à terme de passer de plus en plus de temps sur Tribu Indé, de passer sur 2021, j'aimerais bien passer au moins 80% de mon temps sur Tribu Indé, de garder un client par mois, parce que j'ai envie de garder un pied dans le freelancing, parce que en fait, ça me raccroche à une réalité qui est le freelance. Pour parler de freelancing, c'est quand même un peu mieux. Mais d'avoir un peu, tu vois, de me dire, OK, 2021, tu vois, c'est l'année où je donne une chance au projet et je vois l'attraction que je peux générer et est-ce que je peux en faire un business. Et donc, tu vois, je passe d'un indépendant à un petit entrepreneur. Et tu vois, ça commence même maintenant. Tu vois, je commence à travailler avec d'autres freelances sur le projet, dont Victoria, avec qui je bosse sur la partie marketing. Et donc, l'idée, c'est, tu vois, de rajouter aussi, de faire venir, tu vois, le projet a jamais aussi bien porté son nom que Tribu Indé, de faire venir d'autres indés dans le projet et que ça devienne un peu moins un projet solo, ou en tout cas qui soit un peu plus incarné par d'autres personnes que simplement moi, quoi. Stylé. Et on avait parlé de ça à un moment donné, le fait je crois qu'il y avait eu un débat, peut-être dans une communauté où on est tous les deux sur les podcasteurs, mais le fait de créer un podcast en son nom propre ou en un nom de marque. Et c'est vraiment quelque chose qui, toi, t'as plutôt porté sur le nom de marque parce que tu veux vraiment ce côté tribu. Ouais, c'est une bonne question. Sur le projet, parce que c'est pas qu'un podcast. Ouais, en fait, l'idée, tu vois, au démarrage, le podcast est toujours appelé Tribu Indé. Enfin, il avait d'ailleurs un autre nom avant, il s'appelait Explore, mais après avoir reçu un petit courrier d'un avocat, j'ai dû un petit peu changer le nom, etc. Mais du coup, tout était hébergé avant sur aleximinkala.com. Mais en fait, très vite, tu vois, début 2020, je me suis dit, moi, tu vois, mon petit plaisir en tant que maker, c'est typiquement d'être dans les coulisses, quoi. De préparer mes petits épisodes, de préparer mon contenu, de faire ma newsletter, etc. Tu vois, moi, c'est ce qui me plaît. C'est pour ça que je fais ce projet-là. C'est pas vraiment pour, tu vois, le côté notoriété, être sur le devant de la scène et tout. C'est pas le truc qui m'excite le plus, quoi. C'est pas la raison d'être de pourquoi est-ce que je fais ça. Et donc, je me suis dit, j'ai pas non plus envie, bien sûr que les gens, voilà, je suis derrière le podcast, la newsletter, le livre, c'est moi l'auteur, etc. Mais si tu veux, j'ai envie que quand je travaille avec d'autres personnes sur le projet, comme c'est le cas aujourd'hui avec Victoria, qu'elle puisse s'approprier le projet et qu'elle soit pas juste, tu vois, l'assistante de Alexis Minkela ou qu'elle travaille pour Alexis Minkela, mais qu'elle travaille pour un projet Tribu Indé dans lequel elle peut s'approprier la marque, les projets, l'identité, le positionnement, etc. Et donc ouais, c'est plutôt dans cette idée-là que j'ai essayé de, bien sûr que j'incarne le projet, mais que j'essaye aussi de m'en détacher d'une manière ou d'une autre pour être aussi en coulisses parce que c'est presque la position que je préfère en fait. Ok, ouais, c'est intéressant. J'avais plutôt dans l'idée de pourquoi j'ai créé le podcast, c'était plutôt dans l'idée de notre ami Gary Vee, qui a pas mal parlé du fait de créer vraiment une audience autour de toi pour que après naturellement tu arrives à redistribuer cette audience sur les choses dans lesquelles tu bosses. Et du coup, pour le coup, moi j'essaie vraiment de me mettre en avant dans le podcast pour après pouvoir redistribuer dans d'autres projets que je porte, tu vois, Cachetori, les applications, les side projects, etc., quoi. C'est intéressant ta vision sur le côté très tribu et qui fait le backstage. C'est cool. C'est cool. Et tu vois, je pense qu'il n'y a pas de. Vas-y. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de. Tu vois, généralement, une des questions récurrentes quand tu te lances en freelance, c'est est-ce que je dois créer, est-ce que je dois parler en mon nom? Est-ce que par exemple, tu vois, je crée un site internet, je crée une visibilité avec, tu vois, Alexis Minkela? Ou alors est-ce que, tu vois, pour mon activité de freelance, il faut que je crée
un nom comme si j'étais, tu vois, une agence ou une petite équipe, etc. Et en fait, je pense que il n'y a pas de bonne réponse. C'est pas vraiment le sujet. C'est plus aussi, c'est quoi la vision que tu as aussi de ce projet-là? Qu'est-ce que tu veux en faire? Et comment est-ce que tu veux, derrière, justement, faire ces passerelles avec tes autres projets? Moi, tu vois, toi, tu as aussi, la différence, c'est que tu as des projets tu vois, qui sont différents les uns des autres. Cash Story, si tu regardes de l'extérieur, Cash Story n'a pas vraiment de lien direct avec Indie Maker, tu vois. Là où, Ouais. sur Tribu Indé, bah, tu vois, si tu regardes le livre, qui est quand même le pilier, qui va devenir le pilier, tu as le podcast, tu as la newsletter qui a un contenu vraiment spécifique, qui ne parle pas vraiment du podcast, tu as Instagram où il y a du contenu pareil spécifique. En fait, tout ça se nourrit au sein même d'un écosystème qui s'appelle aujourd'hui Tribu Indé et non pas Alexis Minkala, tu vois. Je Mais vois, ça ouais. ne veut pas dire que, Oui, tu effectivement, vois, ça aurait peu de sens que ça soit sous ton nom, hmm, alors que c'est plutôt lié à cet univers-là. Ouais. mais mes clients, tu vois, me connaissent, c'est Alexis Minkela, quoi. Je facture pas avec Tribu Indé, en tout cas pas aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a quand même même avec un nom de marque, tu vois, t'as quand même des passerelles que tu fais entre ta marque personnelle en tant que telle et puis Tribu Indé. Et tu vois, je continue de communiquer sur LinkedIn, sur Twitter avec mon nom, mais sur un projet plus global, quoi. Ok, intéressant comme feedback. Je pense que ça intéressera aussi nos auditeurs. On va un peu passer à mes petites questions finales pour pas trop te faire déborder. Du coup, on a pas mal parlé de tes objectifs, de tes projets. On peut parler peut-être de tes projets futurs. Est-ce que tu as des choses dans les tiroirs dont tu veux parler? Commencer à parler? Il y a déjà ce livre. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'exactement sortira cet épisode-là, mais il y a déjà le gros projet quand même qui m'a occupé 2020 et qui continuera de m'occuper une première partie de l'année, notamment sur la partie marketing. C'est mon livre qui s'appelle Freelance, l'aventure de vous êtes le héros, aux éditions Erol, qui sort le 14 janvier. Donc, ça, c'est un des gros projets que j'ai envie de faire vivre aussi. Tu vois, là, il y a très peu de littérature sur le freelancing, sur l'indépendance, etc. en France. Euh, L'idée, c'est il y a un boulevard, tu vois. Il y a un boulevard au moins sur 2021. Il y aura très peu de livres. Mon ambition avec ce livre, c'est d'en faire une référence parce que je suis convaincu que le contenu, il est intemporel. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de trucs qui vont être périmés. Je te parle pas d'un réseau social en particulier ou autre. Ce qui fait que, tu vois, j'ai envie de le pousser et donc ça fera partie des gros objectifs aussi de 2021, même si le livre est écrit, de continuer d'en parler, de continuer de le distribuer, de le partager euh, et de donner envie aussi aux gens de le découvrir. Et après, il y a un autre sujet qui arrivera, je pense, fin du premier trimestre, sur ce sujet de micro-communauté. Tu vois, le livre, je l'ai créé avec une micro-communauté dans Tribu Indé. C'est-à-dire que tu as la communauté Tribu Indé et tu as eu une micro-communauté de bêta-lecteurs où, en fait, on était une trentaine et ils étaient une trentaine à suivre toute l'aventure du livre en coulisses, en direct, de A à Z. C'est-à-dire j'ai signé avec l'éditeur, je suis en train de réfléchir à la thèse et au chapitre du livre jusqu'à la sortie du livre le 14 janvier. Et ce côté-là, en fait, m'a donné pas mal d'idées sur ce que je pouvais faire après. Parce qu'en fait, tu vois, ces 30 personnes-là, je les connais, je connais leurs problématiques, j'ai pu les accompagner. Tu vois, je suis presque capable de dire, OK, telle personne bosse avec tel genre de client sur tel sujet. Et donc, j'ai eu cette proximité que je ne pourrais pas avoir avec 3000 personnes dans une communauté, ce qui m'a permis de leur donner aussi pas mal de billes, tu vois, de les débloquer sur certains sujets parce que j'avais le temps. Je pouvais prendre le temps. Avec 30 personnes, c'est facile de le faire. Et tu vois, à l'heure où aujourd'hui, tu as de plus en plus de communautés qui se lancent, des communautés payantes notamment, où en fait, tu n'as pas de limite. Si tu veux, tu as des objectifs, mais tu n'as pas de seuil où tu te dis, on bloque à ce seuil-là et on a un objectif haut, quoi. Tu vois, on a une limite à ne pas dépasser. Et j'ai envie de prendre le contre-pied en créant quelque chose de beaucoup plus micro-communautaire, un peu plus exclusif aussi, dans lequel je pourrais aller encore un peu plus loin et ne plus avoir seulement une communication un peu descendante, tu vois, de le podcast auditeur ou la newsletter lecteur, mais d'avoir quelque chose un peu, tu vois, hyper horizontal, dans lequel, avec un petit groupe, on arrive à avoir des résultats sur un petit groupe, sans avoir un truc, tu vois, ultra gros, ultra grand, dans lequel tu peux tomber dans quelque chose d'un peu impersonnel, notamment sur des communautés, tu vois. Hmm. C'est rigolo, c'est une sensation que j'ai en ce moment vachement avec le chantier, qui est un groupe dont j'ai parlé des millions de fois dans le podcast, dans tous les sens. Ça a fait venir plein de gens. Et du coup, la Tant mieux. communauté, parfois, elle devient un peu impersonnelle aussi.
Alors qu'avant, c'était vraiment un petit groupe niché. Et Arthur Yeti, il l'avait fait comme ça, quoi. Il n'en parlait pas énormément. Du coup, on était peu. Et c'était cool. Et plus on est nombreux, et plus des fois les conversations, ça part dans tous les sens. Et du coup, ça perd un peu ce côté niche où tu as vraiment un focus de gens qui te ressemblent, où tu parles des mêmes Ouais. sujets tout le temps. Là, des fois, il y a plein de sujets. C'est intéressant, mais du coup, il y a plein de gens qui nous ont fait le retour finalement que ben, ils y vont moins parce que ça part dans tous les sens. Tu vois. Et c'est ouf parce que, parce que moi aussi j'ai cette sensation-là. Ouais, c'était dur à dire ça. Et, euh, et c'est genre un peu de ma faute, tu vois. S'il y a plein de gens qui sont venus, c'est parce que j'en ai parlé aussi plein de fois. Je pense que je suis le facteur numéro 1 de publicité pour ce truc-là. Et, euh, et du coup, c'est un truc auquel je pense aussi à faire une mini communauté. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça pourrait avoir. Pour le moment, je me dis que ce que j'avais en tête, c'était genre tous les gens qui font au moins 500 euros de MRR. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de. Ça fait écho à la conversation qu'on avait tout à l'heure, qui est qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire des trucs, mais peu qui le font, parce que c'est difficile. Et du coup, Mais dans la ouais. communauté, on a pas mal de gens qui viennent et qui voudraient se lancer et qui sont mélangés à des gens qui sont déjà lancés et qui n'ont pas les mêmes problèmes, en fait. Du coup, il faudrait vraiment un petit peu partialiser ou qu'il y ait des, je sais pas, des channels dédiés peut-être, j'en sais rien. Et du coup, là, je Mais tu pensais à une sais, communauté comme ça. c'est hyper dur d'avoir ce truc-là parce que, en fait, aujourd'hui, tout te pousse parce que les créateurs te disent tous j'ai fait des lancements à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Tu vois, on sort toujours des gros chiffres, etc. Et donc, en fait, de se dire je suis en train de proposer peut-être quelque chose, un format X ou Y, que je vais, en fait, dans lequel je vais devoir sélectionner, où je pourrais pas prendre tout le monde. T'as un côté où, tu vois, t'as un côté naturel où tu te dis, attends, mais s'il y a, en fait, si par exemple je limite à 30 personnes, mais qu'il y a 100 personnes qui veulent venir, en fait, je me coupe 70% de revenus de X ou Y, tu vois. Et donc, tu as ce truc un peu Ouais, contre-intuitif où tu te dis, est-ce que c'est pas un manque d'ambition de vouloir réduire, de vouloir faire un petit truc dans lequel tu es sûr d'avoir de l'impact, etc. Et ça, tu vois, c'est un truc où bah, tu combats un statut qui est comme côté freelance, quoi. Côté freelance versus un entrepreneur, on peut te dire, ok, en fait, tu es tout seul, tu veux pas bosser, tu veux pas créer une équipe, tu veux pas recruter, en fait, t'as pas d'ambition, quoi. T'es un gars qui veut juste faire des trucs de temps en temps, c'est ça. et en fait, pas du tout, tu vois. Et donc, tu as ce truc-là aussi Ça que tu es revient tout maker le et que tu temps, ça. essayes de, mais ouais, et que tu essaies de créer des communautés, c'est contre-intuitif de te dire, je vais créer une communauté, mais dans laquelle tout le monde ne pourra pas accéder, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est encore, déjà, c'est assez rare, franchement. Mais tu vois, ces systèmes de cohorte, de promo et tout, fonctionnent bien. Donc ouais, ça sera plutôt un des sujets. Euh, Dans un an, on se reparlera et je te dirai si ça a marché ou pas, mais c'est un des sujets que j'ai envie de prendre sur 2021, ouais. Ok, c'est intéressant. Personnellement, je suis dans des communautés de makers qui sont payantes. Dans WIP, je sais pas si tu connais, Work in Progress, Ouais, de Marc Conenberg, quelque chose comme ça. J'ai fracassé son nom de famille, je pense. Désolé Marc, de toute façon, il parle anglais. ouais, je testerai pas son nom. Il verra pas, mais il y en a plein des petites communautés comme ça. Et en France, je trouve que ça manque. On n'a pas ce truc-là. On s'est posé la question avec Arthur Yeti de le faire. On ne sait pas trop comment le faire. Puis, tu as facilement le truc de ça peut être trop mal vu, quoi. Bien sûr. Mm. Je sais pas pourquoi on a ça en France. C'est pas un sujet simple parce qu'il faut pas. En fait, c'est très lié aussi à ton image de marque. Tu vois, si tu as envie de faire un truc où tu as envie de démocratiser un sujet, mais que du coup tu fermes, il peut y avoir une incompréhension. C'est là où l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment d'arguments marketing, d'expliquer aussi les raisons de ton choix et par rapport à ce que tu proposes derrière, que ce soit une communauté, une formation, un mastermind, peu importe. Il y a plein de manières d'animer une micro-communauté. Mais il faut que tout ça, en fait, soit dans une logique, à la fois dans ton discours, dans ton positionnement. Et c'est pas si simple que ça, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a assez peu d'exemples en France, hein. Euh, c'est pas si évident que ça. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pourtant, je trouve que ça manque. Mais tout à l'heure, ce que tu disais sur le manque d'ambition, c'est vraiment un truc auquel je me bats. Et même, tu vois, à Cachetori, on est 4 associés maintenant. Et c'est un truc, enfin, on a lancé un produit NAS qui commence à pas mal marcher, etc. Et en fait, on a plein de VC ou de gens qui viennent nous voir, mais alors, vous allez lever des fonds et tout. Et on leur dit, ben non, on aimerait rester. Ce que j'aime bien avec Jérémy, c'est qu'on s'est toujours dit ça, on aimerait rester moins de 20 dans la team.
peu importe comment, et on ne veut pas lever d'argent, quoi. Un peu la vision qu'avait Toucan Touco d'ailleurs, que j'avais kiffé. Et en fait, ben, t'as beau te battre, c'est toujours vu comme un manque d'ambition, quoi. Aller faire des trucs gigantesques, pour aller faire des trucs gigantesques, c'est la voie royale et ça reste le réflexe, tu vois. Comme en France, le fait de faire du présentiel, alors qu'on sait très bien que c'est mieux d'être aux objectifs, eh ben, on y revient quand même, c'est le réflexe, quoi. Et là, pareil, avoir des ambitions énormes à la Facebook ou en mode on veut faire tous une licorne, ça reste le réflexe et c'est un peu chiant, je trouve. Parce que... Mais tu sais, on m'a souvent reproché, par exemple, pourquoi tu dis non à des clients. Il y a un client qui est prêt à bosser avec toi, à te payer plusieurs milliers d'euros pour bosser avec lui, et tu es en train de lui dire non. Et c'est juste qu'en fait, ça rentre. C'est pas, je vais pas prendre des missions juste pour faire de l'argent et avoir des journées de 18 heures de travail, parce que c'est pas l'ambition, c'est pas la vision que je me suis donnée, c'est pas la mission que j'ai envie d'avoir, etc. Donc, ouais, c'est toujours compliqué, surtout quand tu discutes avec des gens qui ont pas la même réalité que toi. Et tu vois, donc, c'est un peu deux mondes qui s'affrontent, quoi. Tu parles presque pas le même langage et t'as pas les mêmes envies, t'as pas les mêmes ambitions, etc. Ouais, mais là, tu prêches un convaincu. La plupart de ma famille vit à Carcassonne, dans le sud de la France, une ville où tu as peu de chances d'avoir un travail payé à plus de 1700 euros, globalement. Genre, les mieux payés de ma famille, qui ont des très bons postes, ça doit être les 2000 euros max, tu vois. Et du coup, un jour, on m'a proposé une offre à 90K dans une boîte, et genre, j'ai refusé parce que c'était pas du tout aligné avec mes valeurs, tu vois. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'es mongolien, genre, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence de réalité, quoi. Je suis sûr que eux, pour un taf, pour un truc qu'ils aiment pas du tout, ils le prendraient pas non plus, tu vois. Même si c'était proposé là où ils veulent. Parce que t'as quand même des conditions internes que tu peux pas accepter tout et n'importe quoi, quoi. Enfin, je pense qu'il y a un exemple génial là-dessus. C'est est-ce que tu te prostituerais pour 100 000 balles, tu vois? Ben non. Pourtant, 100 000 balles, c'est bien, mais pas tout le monde a envie de se vendre son corps, quoi. Ben, vendre son temps, c'est un peu pareil, c'est une chose très précieuse. C'est la seule chose. Ouais, t'as kiffé cette petite comparaison. Pas mal. Pas mal. Et le temps, pour moi, c'est vraiment un truc où c'est le seul truc dans ta vie que tu pourras pas multiplier. Enfin, juste que les mecs de Facebook inventent la régénération, tu vois, ou de Google, parce qu'ils se font de la recherche là-dessus. Pour le moment, c'est un truc que tu peux pas le multiplier. Donc, c'est ce qui vaut le plus de. C'est toute ta vie, quoi. Ton temps de vie, c'est toute ta vie. Et il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Ils sont prêts à filer leur temps comme ça. C'est assez ouf. Je trouve que c'est dire non à un client, c'est l'acte de la plus grande bienveillance que tu peux te faire, c'est de ne pas jeter ton temps inutilement, quoi. Carrément. Tu veux qu'on finisse là-dessus? C'est toi qui me dis, hein. Moi je suis que l'invité, moi je réponds à tes questions. Non, on va passer sur mes trois petites questions, je pense, finales, 4 maintenant. Et je pense que ça sera bien. On pourra tous les deux aller faire nos coachings qui suivent cet épisode. Du coup, une question qui revient souvent, c'est finalement, je pense que pourquoi tu es indie maker, on a fait pas mal le tour. On va plutôt aller sur la question, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tout ce projet en indépendant? Qu'est-ce que pour toi t'aurait bien aidé, ou je sais pas, peut-être quelque chose dans ce sens-là? Souvent, c'est quelque chose que t'aurais aimé entendre. Mais tu sais, en fait, ce qui est dommage, c'est que tes changements de direction dans ta vie sont souvent liés à des frustrations. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, les startups, c'était parce que j'étais frustré de travailler en costume-cravate dans une boîte du Big Four à la Défense. Quand je me suis lancé vraiment en freelance, c'est que j'étais frustré de l'équipe, de la boîte dans laquelle j'étais. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que à chaque fois, tu commences à te poser des questions, que tu es un peu, tu vois, dans un point de non-retour où tu as tellement de frustration que tu te dis, OK, la situation elle est plus tenable, comment est-ce que je peux voir différent? Et donc, tu vois, j'aurais bien voulu me dire à l'époque, avant de m'engager dans un choix, de me dire, OK, quelles sont toutes les options possibles, et avoir eu le temps de les explorer un petit peu à chaque fois, et de me dire, OK, avant de t'engager à fond dans une direction,
Regarde peut-être aussi déjà ce qu'il y a, ouvre-toi à autre chose que ce qu'on te répète, notamment en école. Comme moi, j'étais en école de commerce, tu vois, où tu avais que des voies royales. Tu faisais de la finance dans les Big Four, tu allais faire du marketing chez L'Oréal ou tu faisais de la logistique chez Auchan, quoi. Et en fait, j'ai pas réussi à me questionner tant que ça à ce moment-là, et j'ai attendu d'être frustré. Donc, je dirais, avant de t'engager, regarde un petit peu ce qui existe ailleurs, sors un peu de ce que tu connais, tes idées préconçues, et va chercher un peu d'autres informations ailleurs. C'est vrai qu'on n'est pas du tout éduqué à s'intéresser à autre chose. En tout cas, je pense que vraiment, c'est un sujet qui revient souvent, ça, mais dans ton parcours scolaire, tu devrais avoir, tu sais, comme l'année à l'étranger et un truc qui arrive souvent quand tu fais des grandes Mm. écoles, ça devrait être quelque chose d'un peu plus poussé par l'État, dans le sens où s'ouvrir au reste du monde, tu vois, rien qu'en voyageant, en découvrant d'autres gens, d'autres cultures, c'est facile. Mais rien qu'avoir l'obligation de temps en temps d'aller bosser, voir ce qui se passe dans une entreprise, tu vois, de faire plus de journées découvertes, ça devrait être quelque chose qui nous peut-être nous aiderait à être beaucoup plus ouverts au reste du monde. Parce qu'en fait, ben, je sais pas pour toi, mais enfin, tu vois, je fais écho à ce que je disais tout à l'heure à ma famille, mais en fait, tous les gens de ma famille sont de Carcassonne, personne n'est parti de Carcassonne parce qu'en fait, c'est tout ce que toute ma famille connaît. Et donc, du coup, ben, naturellement, tu vas pas t'intéresser à Exactement. autre Mm. chose. Et du coup, plein de gens auraient pu faire plein de choses qu'ils auraient peut-être plus kiffé, mais en fait, parce on n'est pas. Je sais pas si c'est un manque de confiance ou si c'est juste un manque de la caverne de Platon, quoi. Juste parce que tu sais pas que ça existe, du coup, tu vas même pas t'y intéresser. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça où, effectivement, c'est après, quand tu t'y intéressais, que tu es tombé dessus par hasard, tu te dis, putain, j'aurais pu découvrir ça tellement plus tôt, Ah, c'est exactement mais, ça, ouais. mais je m'y suis pas intéressé naturellement, quoi. Ok. Eh bien, je pense que c'est la réponse que j'ai le plus kiffé de tous les épisodes où où je l'ai posé. Trop bien. Tant Désolé pour mieux. les autres. Du coup, non, mais en vrai, elles étaient souvent bien, mais là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que, et puis c'est assez universel, quoi. C'est un truc enfin, qui fait écho à beaucoup de monde, quoi. Donc, merci pour ça. Du coup, est-ce que tu aurais une citation préférée, quelque chose que tu aimes bien, une phrase que tu aimes bien, qui te parle beaucoup en ce moment? Ah, je suis pas quelqu'un de. Je suis pas quelqu'un de très Miracle Morning, visualisation, etc. Je suis pas très bon avec les citations. Il y a un truc en revanche que j'ai lu. Le problème des citations, c'est que tout le monde se le réapproprie, donc je suis incapable de donner la personne vraiment qui a dit ça. Mais c'est un truc qui me reste pas mal parce que je trouve que ça résume bien aussi l'ambition, la vision que je peux avoir avec Tribu Indé et sur mes projets. Alors je te le fais avec mon accent français, mais c'est Pursue Mastery, not Status. En gros, c'est l'idée Ah de ouais. focalise-toi sur la maîtrise de ton art, focalise-toi sur avancer, sur tes compétences, te développer, etc. Plutôt que de faire les choses et de prendre des décisions en fonction tu vois, euh, pour gagner du statut, de la notoriété, pour valider que tu es à la bonne place dans la société, etc. Et plutôt de te concentrer sur des choses qui te font kiffer et surtout qui te rendent meilleur. Moi, j'ai toujours ce truc de me dire, OK, aujourd'hui, voilà les tâches que j'ai à faire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de nouveau, même un tout petit truc où je sais pas, je vais découvrir un nouvel outil, je vais lire un super contenu, je vais avancer, je vais débloquer un truc avec un client. Qu'est-ce qui va me faire avancer de 1%, tu vois. Et ça, c'est le truc le plus important parce que là, on se parle, tu vois, moi j'ai 27 ans, euh, je suis encore un petit bébé dans le monde de l'entreprise. Mais tu vois, s'il y a 4 ans que j'ai commencé à écrire mes premiers articles sur Internet, que j'étais encore, je me souviens, le premier article que j'ai écrit chez Tesla, sur Tesla, j'étais à la Chez SNCF. Tesla. Jamais je t'aurais dit, tu vois, 4 ans après, en fait, je viens de sortir un livre, il y a un podcast qui est référence aujourd'hui sur les freelances en tant que tel. Tu vois, jamais j'aurais pu prévoir ça. Et donc, voilà, tu vas me focaliser sur la maîtrise de compétences plutôt que sur le statut et ce que tu as envie de renvoyer au monde. Je comprends, ouais. C'est vraiment. Je pense que c'est un biais quand on est jeune, surtout, où on cherche la reconnaissance, qu'on a ça, et puis petit à petit, plus tu avances et plus tu gagnes en confiance en toi et tu as de moins en moins besoin de chercher la reconnaissance et plutôt d'autres choses finalement. Mais ça me parle pas mal. Et aussi ce que tu as dit sur le Become 1% Better Every Day, c'est vraiment quelque chose qui fait très écho chez moi et que j'essaye de me dire.
Plutôt que de dire ouais, mais c'était pourri aujourd'hui, c'est genre qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Est-ce que tu as vraiment eu cet objectif-là? Mm. Donc plutôt aligné sur ça. Il y en a une en ce moment qui me parle beaucoup, moi. C'est alors aucune idée de qui c'est l'auteur aussi, et je pense que c'est pas très grave. Mais il y a quelque chose que je dis souvent. Je t'ai dit là, dans la villa où on est au Portugal, on est 8 et on est que des entrepreneurs. Et je trouve que quand tu veux être avec plein de gens, ou même rien qu'en couple, il y a vraiment quelque chose que je trouve qui est important, en tout cas que j'essaie de porter en ce moment, c'est explicit over implicit. Donc il vaut toujours mieux être Mm. explicite qu'être implicite, parce qu'en fait, plus tu es implicite et plus tu obtiens des biais chez l'autre de il entend ce qu'il avait envie d'entendre et toi tu dis ce que tu avais pas vraiment ce que tu avais envie de dire. Enfin, Mm. c'est la facilité, tu vois. Et du coup, tu Mm. crées des mini-incompréhensions quotidiennes qui font que ça crée un peu de peine au quotidien. Et c'est vraiment, personnellement, je suis très focus en ce moment sur le bonheur quotidien, tu vois. Et je pense que ça y participe, de dire vraiment les choses le plus explicitement possible, sans forcément être violent, hein, bien sûr. Mm. Mais de dire explicitement les choses, c'est vraiment quelque chose qui en ce moment me touche vraiment, personnellement en tout cas, C'est pour mon clair, bonheur personnel. je te rejoins là-dessus pour éviter d'avoir un. Tu vois, moi, j'essaie de pas trop laisser d'interprétation. Et par exemple, tu vois, sur Tribu Indé, je fais quand même assez attention à la manière dont je communique, ce que j'ai envie de partager. Tu vois, j'ai pas envie de me transformer en. J'en parlais dans une dernière newsletter parce que j'ai fait l'erreur de répondre à une journaliste J'ai vu. sur un média un peu clickbait en me disant elle va sortir un article cool sur Tribu Indé. Et au final, tu vois, peut-être que c'est de ma faute et que j'ai pas été assez explicite sur certaines choses et du coup elle s'est interprétée et à refaire à sa sauce journalistique euh, le sujet du confinement, de la charge mentale, etc. Mais tu vois, euh, j'essaie d'être le plus explicite possible dans ma manière de communiquer sur Tribu Indé, etc. pour pas me transformer en personnage de télé-réalité, tu vois, où à la fois tu montres plein de trucs et en même temps les gens interprètent plein de choses parce que tu montres mais sans être hyper concis, clair dans ce que tu racontes. Donc je te rejoins vachement sur ce sujet ouais, explicite, over implicite. Ouais. Cool. C'est drôle parce que souvent, quand tu parles avec des gens, en fait, ils se disent ouais, mais non, mais l'autre, il devrait comprendre ce que je dis, etc. Et tu es la première personne, je pense, avec qui j'en parle et qui me dit ah ben ouais, grave, je suis grave aligné. En général, les gens, ils me disent ben non, c'est une perte de temps, c'est d'être explicite. Ça t'évite des allers-retours et des frustrations des deux côtés. C'est du Ben, vécu. merci. Merci. Et du coup, mes deux petites dernières questions pour la fin. On est arrivé à bien déborder sur ce qu'on avait dit ensemble, mais je pense que c'est pour le best. Qui est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi? Écoute, je te dirais, j'aime beaucoup ce que fait, tu devrais regarder ce que fait Kylian Talin avec son projet qui s'appelle Inspiration créative, qui est un sujet sur les créatifs qui est difficile, tu vois, qui est quelque chose qui est assez difficile à palper, tu vois, la matière créative, qu'est-ce que ça veut dire d'être créatif, c'est quoi un processus créatif. Et lui a réussi à engager une communauté autour de ces sujets-là. Et je pense il y a des sujets assez intéressants à avoir avec lui. Donc, je te conseille d'aller regarder du côté de Kylian, pardon. Yes. Ben, j'étais dans tout début de la communauté créative qu'il avait créée sur Telegram, je crois. Et après, ça a Ouais. migré sur Facebook et là, j'ai pas suivi. Mais ouais, je pense que le truc est intéressant et je l'avais déjà en tête. Mais là, je vais le contacter du coup. Merci. Et du coup, bah, dernière question. Ça, c'est pour toi, c'est du cadeau. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Eh bien, tout est sur tribuindé.com avec un tout nouveau site tout beau en plus. On s'est donné pour faire un truc qui change de tous les sites un peu informationnels qu'on a. Donc, tout est sur tribuindé.com, le podcast, le livre, la newsletter, etc. Et si les gens veulent poursuivre l'échange, me contacter, tu peux les envoyer sur Instagram où je suis de plus en plus actif sur Tribu Indé ou alors sur LinkedIn, Alexis Minkela. Je réponds à tout le monde, parfois avec un petit peu de retard, mais je réponds à tout le monde. C'est un de mes objectifs. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment une belle conversation. J'ai vraiment kiffé. On n'a pas du tout suivi la trame, mais je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Euh, je voudrais juste leur dire que si ils ont kiffé cet épisode, ben, ils t'envoient des messages, ils t'envoient des petits loves, ça sera toujours sympa.
Et, et voilà, je pense qu'on est tout bon. Et je vais te dire à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Salut Martin, merci beaucoup de l'invitation. À bientôt. Salut, à bientôt.